Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Toujours Comme là. d'habitude avec Charles Gave. Le premier de cette année 2025. Donc bien sûr, on souhaite à tout le monde une très bonne année, meilleurs vœux, etc., etc. On espère que ce sera une bonne année. Déjà, j'ai trouvé que 2024 était plutôt une bonne année. C'est toujours pareil, les choses vont mal autour de nous, mais dans notre sphère à nous, on essaye de s'organiser, on essaye de faire des trucs intéressants. Donc l'Institut des Libertés, l'Université de l'Épargne, tout ça, il s'est passé plein de trucs. Et finalement, dans un monde qui marche pas à notre satisfaction, là où on a de l'influence, on avance. Tout à fait, absolument. C'est bien. Voilà, surtout que je trouve que toutes les années, 2020, 2021, 2022, c'était un peu fatigant avec tout les histoires de Covid et puis une présidentielle qui a pas été non plus hyper, à la hauteur de beaucoup d'attentes, quoi. Qui a été volée. Qui a été un petit peu, on a l'impression que ça a été un petit peu volé. Il y avait cette tentative Zemmour qui était intéressante et puis qui a patiné un peu. Puis derrière, Marine Le Pen n'a pas fait exactement ce qu'elle aurait dû faire. Enfin voilà. Bref, à chaque fois on peut pas tout avoir. Mais en l'occurrence, j'ai trouvé que 2024 était plutôt une bonne année globalement. Alors certains diront que pour la France c'était pas le cas, mais il s'est tout de même passé des choses intéressantes. Et puis il n'y a pas que la France dans le monde aussi. Et on regarde surtout dans cette émission, on aime bien regarder ce qui se passe en dehors de nos frontières. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'on va faire lors de cette émission, puisque au départ, je comptais parler des affaires de grooming gangs. Alors on va en parler tout de même, et pourquoi ça revient sur le devant de la scène, qu'est-ce qui a changé un petit peu depuis quelques années, en quoi consiste finalement cette affaire, et puis on va parler du Canada aussi, puisque Justin Trudeau a eu la bonne idée de démissionner hier au moment où on enregistre cette émission. Il l'a pas eu toute seule, cette idée. Non, il l'a pas eu tout seul. Non. On lui avait suggéré, beaucoup de gens l'avaient suggéré, Oui. Y compris dans son propre parti, que... Oui, on en avait parlé d'ailleurs, la toute dernière émission avant de partir en vacances, c'était justement, on parlait globalement de toutes ces social-démocraties qui étaient en train de vaciller, et aujourd'hui l'Angleterre, le Royaume-Uni est encore un petit peu plus, le gouvernement anglais est un peu plus fragilisé encore que lorsque nous en avions parlé il y a 2-3 semaines, et puis pareil pour le Canada, on avait parlé de la possibilité de démission de Justin Trudeau. C'est ce qui est arrivé, et donc nous allons en parler pendant cette émission. Donc cette histoire des grooming gangs, elle est intéressante parce que... grooming gangs, il faut rappeler ce que c'est. C'est Voilà. toutes ces jeunes femmes qui étaient qui étaient même pas des femmes d'ailleurs, que ça pouvait être commencé à 12 ans ou 11 ans, jusqu'à 15-16 ans, et qui étaient dans ces villes du nord de l'Angleterre où il y a des minorité pakistanaises très importante, et les Pakistanais, c'est des gangs de Pakistanais, c'est des faire de spécialité de transformer ces petites en prostituées. Voilà. Et ça n'a été l'objet, pour ainsi dire, d'aucune poursuite. Et celui qui était responsable à l'époque le plus haut magistrat en Grande-Bretagne, c'était Keir Starmer, le Premier ministre travailliste actuel. C'est lui qui apparemment a tout bloqué parce que, écoutez, comme beaucoup de ces municipalités votaient Labour, votaient à gauche, ils voulaient surtout pas faire de peine aux minorités pakistanaises qui parfois sont des majorités locales, ce qui aurait fait battre les députés travaillistes. Donc, ce que disent les Anglais, ce qui est vrai, c'est qu'à l'évidence, depuis 30 ans, il y a eu une justice à deux vitesses, une justice pour les Anglais et une justice pour d'autres groupes qui n'étaient pas soumis aux mêmes lois. Oui, effectivement, c'est-à-dire que c'est une affaire qui n'est pas tout à fait récente. Non, elle n'est pas finie d'ailleurs, parce que ça continue. Elle est pas finie, surtout en termes de poursuites judiciaires, etc. Mais les toutes premières, les esquisses de cette affaire, de ces affaires commencent dans les années 80 déjà, et puis après ça a continué pendant les années 2000, 2010. Et rien n'a été fait pour l'arrêter. Rien n'a été fait, absolument. Et en fait, ce qui est assez intéressant déjà, c'est l'ampleur de l'affaire, parce que souvent on parle de certaines villes. Il y a notamment
Rockdale, Rotherham, Telford, Huddersfield, des villes comme ça. Mais globalement, c'est vraiment dans toute l'Angleterre, notamment dans le nord de l'Angleterre, dans l'Angleterre un peu déjà dans l'Angleterre la plus pauvre. Et effectivement, on avait des bandes d'adultes pakistanais qui allaient draguer des jeunes filles. Donc effectivement, ça va de 11 à 16 ans à peu près. Et puis derrière, alors ces filles, voilà, souvent de la classe ouvrière blanche assez délaissée, parfois voilà, acceptaient de fréquenter des jeunes hommes comme ça. Et puis derrière, elles pouvaient effectivement terminer dans des réseaux de prostitution, ou tout simplement être partagé, voilà, je vais pas être très explicite, mais enfin vous avez compris, dans des caves avec d'autres adultes, principalement des Pakistanais. Et en fait, ces affaires ont été dans un premier temps largement tues déjà par les services de police. Et puis qui refusait de poursuivre et qui avait reçu des instructions de ne pas poursuivre. Voilà, tout à fait. Et puis derrière par la presse et puis par le milieu politique. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que Keir Starmer avait un rôle assez important puisqu'il était directeur des poursuites judiciaires du Crown Prosecution Service, c'est-à-dire le CPS du Royaume-Uni, de 2008 à 2013. Et en 2008, donc il n'y a pas que lui dans cette affaire qui est responsable de tout ce qui s'est passé, bien sûr, mais de 2008 à 2013, effectivement, il y a eu un certain nombre de poursuites par rapport à cela, et des demandes aussi au gouvernement anglais d'ouvrir une enquête au niveau national. Et le gouvernement n'a jamais voulu ouvrir d'enquête au niveau national, et encore jusqu'au gouvernement d'aujourd'hui. Alors ils ont fait une petite enquête sur 4 villes, qui est fait à peu près 500 ou 600 pages, mais où c'était vraiment pour essayer d'en dire le moins possible, à peine citer des noms, le nom des villes. Donc c'était une recherche désespérée. On fait un document officiel dans lequel on ne met rien pour pouvoir dire qu'on a fait un document officiel. Effectivement, à chaque fois, on parlait de petites bribes de ces affaires. On évoquait Rotherham, on évoquait Telford, éventuellement des petites villes. On disait, voilà, il y a 5-6 accusés. Mais c'est très vieux, parce qu'Emmanuel était encore au lycée à Londres quand on en a parlé. Donc maintenant, ça doit remonter une trentaine d'années, oui, même plus. Et donc, on en parlait déjà. Donc, c'est une espèce de non-dit qui s'est propagé dans la politique anglaise, et Gordon Brown, quand il était Premier ministre, avant Cameron, avait publié une note qui vient d'être publiée aujourd'hui dans les journaux, je crois, expliquant qu'il fallait rien faire, qu'il fallait surtout pas, parce que la majorité du Labour dépendait des votes de ces endroits-là. Donc, on voit bien que on se retrouve dans un monde où la base de la démocratie, qu'on le veuille ou non, c'est l'égalité de tous devant la loi. Mmh. Et surtout en Angleterre, si j'ose dire. Et là, à l'évidence, les autorités ont décidé qu'un certain nombre de gars pouvaient faire des saloperies abominables et ne pas être poursuivis. Ouais. Ce qui ne fait que, bien entendu, qu'amplifier le phénomène. À partir du moment où des gens font des trucs abominables et ne sont pas poursuivis, ils continuent, quoi. Alors, ça, on le voit dans le domaine en France, si vous voulez, c'est la loi et l'ordre, c'est ce qu'on appelle les quartiers perdus de la République. Il y a des endroits où on a décidé de ne pas aller et de ne pas poursuivre. Mmh. Et les préfets envoient des notes en disant surtout, je veux rien entendre, je veux pas qu'il y ait le moindre trouble. Donc, par exemple, la gendarmerie n'a pas le droit d'aller à certains endroits. Et c'est extraordinaire, cette espèce de refus de l'entité qui a le monopole de la violence légitime, l'État, pour garantir la paix civile, de donner des ordres à cet État pour empêcher, pour dans le fond favoriser une partie de la population dans des activités criminelles qu'elle aurait. C'est très curieux parce que je vois pas ce qu'il y a à gagner sur le long terme. Il y a absolument rien à gagner sur le long terme, mais c'est d'ailleurs très révélateur. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, il ne fallait pas parler de ces affaires-là pour préserver le vivre ensemble. Sous-entendu, justement, ça, c'était le vivre ensemble. Voilà. Donc, on doit accepter finalement que le vivre ensemble, ce soit laisser potentiellement ces gamines se faire violer par des gangs de Pakistanais ou autres. Et c'était des gamines les plus défavorisés, des milieux les plus pauvres en Angleterre. Tout à fait. Et d'ailleurs, justement, c'est difficile parfois à expliquer. Non, ça se passait pas à Chelsea, effectivement. Et
c'est-à-dire le caractère, la différence culturelle ou ethnique a son importance dans l'affaire parce que les gamines n'étaient pas blanches par hasard, elles étaient choisies spécifiquement parce qu'elles étaient blanches, et les Pakistanais prenaient un malin plaisir justement à violer des gamines spécifiquement blanches, et il y a pas mal de références justement à l'ethnicité des victimes dans beaucoup de rapports qui voilà, c'est-à-dire que c'est pas un pur hasard, elles ont été choisies justement pour ça, pour leur profil, quoi. C'est-à-dire, c'était du racisme anti-blanc. Tout à fait. Et justement, pour protéger finalement le vivre ensemble, il ne fallait pas parler de ces questions qui justement rappelaient l'existence du racisme anti-blanc. C'est pour protéger le vivre ensemble. C'était pas pour protéger, c'était le truc officiel. Oui, bien sûr. Le truc réel, c'est que c'était des circonscriptions qui étaient à dominante pakistanaise et musulmane, et qui votaient toutes les bords. C'est comme si... vous voyez, c'est un peu... donc, c'était pour protéger la position électorale du Parti travailliste. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est quand les conservateurs sont arrivés au pouvoir, ils ont continué la même politique. C'est-à-dire qu'on retrouve ce qu'on a eu on va en reparler, j'imagine, mais dans tous les pays d'Europe, une espèce de liaison entre les partis au pouvoir de gauche ou de droite. Absolument. Pour suivre vis-à-vis de l'immigration la même politique. Oui. Et tout ça, ça pose des tas de questions sur l'honnêteté de ceux qui nous gouvernent. Oui, bien sûr, évidemment. Et alors, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est en fait, voilà, c'est très révélateur globalement de l'organisation du système politique. C'est-à-dire que bon, alors ces gamines, selon certaines estimations qui ne sont pas des estimations tout à fait officielles, donc voilà, c'est toujours à prendre avec des pincettes, mais enfin les chiffres que j'ai vus, c'est que d'un point de vue global, ça irait peut-être à peu près entre 150 000 et 250 000 petites filles, donc depuis les années 80, depuis le début des années 80. Donc ça fait quand même un sacré paquet, quoi. C'est pas juste 30 gamines, quoi. Et justement, ça s'est passé au travers quand même de beaucoup de rédactions. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, ça fait une sorte de rappel avec ce que vous disiez dans votre livre « La vérité vous rendra libre ». Vous parliez finalement de la fin de l'empire du mensonge et de l'avènement, peut-être pas d'empire de la vérité, ce serait pas le bon terme, mais d'un monde en tout cas plus vrai ou plus direct, où on aurait moins on aurait les informations, ne seraient pas contrôlées par ceux qui nous gouvernent. Tout à fait. Et ce que j'ai vu en préparant un petit peu cette émission, c'est j'ai vu des extraits d'anciennes interviews de journalistes ou de politiciens qui avaient tenté de parler de cette affaire. Il y avait par exemple un journaliste de la BBC ou une politicienne aussi du Labour, mais c'était il y a 10 ans, qui parlait de cette affaire. Et à l'époque, quand vous en parliez, vous étiez immédiatement taxé de racisme. Voilà, c'était toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on vous disait, c'est ce que dit d'ailleurs Keir Starmer, qu'il a dit hier, je crois avant-hier, il a dit, on ne peut pas en parler parce que c'est faire le jeu de l'extrême droite. Donc c'est extraordinaire. Donc si des criminels font quelque chose et qui sont pas, mettons, d'origine blanche, dénoncer le crime, c'est revenir à faire le jeu de l'extrême droite. Mais on se rend compte qu'ils ont un problème de hiérarchie des valeurs dans leur tête, parce que le premier problème, c'est le crime qui est fait à des enfants. Évidemment. Et le deuxième problème, c'est l'origine ethnique de celui qui a commis le crime. Mais le deuxième problème est très inférieur au premier problème. Oui. Et donc, ils sont tellement politisés dans leur tête qu'ils pensent que la seule chose qui compte, c'est la lecture politique que leurs adversaires en feront. Oui. Eh bien, c'est honteux. Oui. Et si parler de cela a fait le jeu de l'extrême droite, c'est que vous-même, en fait, vous acceptez l'idée que vous êtes incapable de gérer ce problème. Puisque, visiblement, ça fait monter l'extrême droite. Alors, si vous étiez un parti politique normal, en fait, ça ne ferait pas monter l'extrême droite. Juste, vous occuperiez du problème. Et vous direz à la police, mettez-moi tous égal en tôle. Voilà, exactement. Et c'est tout, quoi. Mais donc, cette façon encore une fois, c'est ce dont j'ai parlé aussi dans ce livre, c'est que toute société reposait sur la responsabilité individuelle. Mais là, on exclut de toute responsabilité des gens parce qu'ils sont pakistanais. Donc, on crée un groupe de gens qui ne sont pas obligés de suivre la loi commune. Absolument. Et après ça, on s'étonne qu'il y ait des fragmentations dans la société, quoi. Donc, c'est...
Ouais. Mais si vous avez été le père ou la mère d'une de ces petites-là, je sais pas, moi j'aurais été comme un fou, j'aurais été... ça fait... on a abîmé votre enfant et... mais évidemment, mais on demandait à certains parents de se taire, de ne pas en parler. Et comme ils vivaient de subventions, on leur disait, si vous vous taisez pas, les subventions s'arrêteront, parce que c'était dans des endroits qui étaient très pauvres. Oui. Donc c'est abominable du début à la fin, du point de vue organisation de la société, de ceux qui nous gouvernent. À mon avis, ça interdit à quiconque qui a participé à tout ça de jamais se présenter à la moindre élection, puisque il est corrompu au point de permettre le crime pour favoriser sa réélection. Ouais, absolument. Mais vous vous rendez compte ce que ça veut dire du point de vue moral? Ouais. C'est inouï. Justement, mais ce que je trouve intéressant, et le crime le plus abominable, c'est ce qu'on peut faire à des petites filles, quoi. Oui, évidemment. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, alors par conséquent, certains journaux anglais donc avaient reparlé de certaines auditions de la justice. Et Musk est tombé dessus, il a décidé de s'emparer de l'affaire, et donc il n'arrête pas d'en parler en ce moment sur Twitter, d'autant plus que, on le sait, il tient... lui, il a une vision, évidemment il est américain, mais il a une vision de l'Occident de manière générale, et en fait il a envie pas seulement de sauver les États-Unis dans son idée, mais de sauver l'Occident. Et donc ça fait déjà plusieurs semaines que il tient à ce que Keir Starmer tombe. Il tombe sur cette affaire et se dit ça va encore plus planter le clou dans sa fonction, qui est déjà pas très parce qu'il a été responsable dans parce qu'il a été responsable, absolument. Il a été responsable et que il a refusé de poursuivre. Voilà, il est responsable déjà personnellement par ce qu'il a fait, et puis il est aussi responsable collectivement, parce que c'est aussi le symbole d'une classe politique qui a refusé de s'emparer du problème, et qui même a rejeté le problème finalement en disant que ceux qui s'emparaient du problème étaient plus problématiques que le problème lui-même. Il y a une dizaine d'années, on pouvait avoir des commentaires. Par exemple, il y a Naz Shah, qui est une députée du Labour, qui était déjà une députée du Labour il y a 10 ans. Et qui était d'origine indienne, pakistanaise. Voilà, et qui l'est toujours d'ailleurs. Qui est toujours une députée du Labour, qui avait retweeté le message suivant: ces jeunes filles violées de Rotherham feraient mieux de fermer leur bouche pour le bien de la diversité. Voilà, ça c'était le genre de commentaire, un peu violent pour celui-là, mais c'était le genre de commentaire qu'on pouvait voir tous les jours lorsqu'on voulait parler de cette affaire il y a une dizaine d'années. Et aujourd'hui, le rapport de force s'est totalement inversé, et au contraire, si vous ne parlez pas de cette affaire, vous êtes vu comme anormal. Et vous êtes vu comme vendu à la classe qui a trahi. Absolument. C'est étonnant, parce qu'on voit très bien, moi, qui ai vécu en Angleterre et tout, vous aviez ce qu'on appelait les journaux populaires, vous savez, et eux, ils en parlaient sans arrêt. Ouais. Mais les journaux le Télégraphe... ça, voilà. Mais le Télégraphe, encore un peu moins, mais parce que ça, c'était la classe des gens bien élevés. C'était, oui, effectivement. Mais le Sun et tout, c'était Daily Mail, mettons un peu en dessous. Et... eux, ils en parlaient, mais les journaux sérieux, du style le Times ou le Guardian, n'en parlaient pas du tout, parce que, n'est-ce pas, c'était faire l'œuvre de l'extrême droite. Ouais. Et donc, on se rend compte qu'on est arrivé maintenant dans un niveau intellectuel où on refuse, alors qu'on est juge, d'identifier le crime, de responsabiliser quelqu'un pour un crime qu'il a commis, parce qu'il est d'une ethnie qui justifierait ceux qui pensent que cette ethnie fait des crimes. Ouais. Et donc on se dit, mais ils sont quand même malades dans leur tête, quoi. Ce qui compte, c'est la souffrance de ces petites filles. C'est pas le fait que les types soient bronzés ou pas bronzés, on s'en fout, ça. Oui. Et on va même jusqu'à condamner ceux qui peut-être seraient un peu trop violents dans leur, un peu trop véhéments dans leur critique. S'il y en a un qui est mis en prison. Voilà, oui, Tommy Robinson, d'ailleurs, c'est pas la première fois. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que Musk est en train d'attaquer comme un fou. Ouais. Et les gens disent, comme ce crétin qui était le patron d'Atas, là. Thierry Breton. Notre préféré. Mais quel est cet homme qui se permet de porter des jugements, etc. Il n'y a pas un de ces gars qui n'a pas dit des horreurs sur Trump avant qu'il soit élu, en disant qu'il était fasciste, nazi. Bien sûr. Et donc,
Mais à partir du moment où les gens qui ont soutenu Trump se retournent et profèrent des insultes qui, elles, sont fondées, à ce moment-là, ils disent il n'a pas le droit de parler parce que c'est pas son pays. Ouais. Mais à ce moment-là, si j'accepte cet argument, ça veut dire que j'avais rien à dire aux Allemands si tuaient les Juifs allemands. Vous voyez ce que je veux dire ? Puisque c'était une affaire d'Allemande, donc moi, je n'avais pas à regarder, quoi. Oui. C'est-à-dire, en fait, on n'a pas le droit finalement de porter un jugement sur la politique d'un pays. Mais si c'est là le costume de Pakistanais de transformer des petites filles en prostituées, qui suis-je pour juger ? Oui. Non, mais attendez, donc on se rend compte à quel point ils sont devenus mais complètement fadas dans leur tête. Oui. C'est-à-dire que vous renversez l'argument et vous dites mais enfin. S'il y a des crimes qui sont commis dans le pays d'à côté, si on commet des crimes en France, j'espère bien que des gens de l'étranger dénonceront ces crimes si nous n'avons pas de presse pour le faire et pas de juge pour le faire. Oui, d'autant plus que là, c'est littéralement ce qui se passe en Grande-Bretagne. C'est-à-dire que si vous voulez parler du problème de l'immigration, vous risquez d'être mis en prison. Il y en a qui vont qui prennent des peines de prison. Ça veut pas dire qu'ils vont en prison physiquement, mais ils se prennent par exemple 18 mois de sursis, l'équivalent. Et parfois ils vont en prison puisqu'on a fait sortir des tas de gars qui avaient été condamnés pour violence, absolument. Etc., de façon à faire rentrer des gars l'été dernier, qui étaient donc. On revient à ce que l'on dit souvent ici, c'est que la gauche dans son ensemble est devenue favorable à la censure. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des informations qu'elle a et que le peuple ne doit pas avoir. Oui. Parce que, n'est-ce pas, ça pourrait favoriser quelqu'un d'autre. Mais est-ce qu'il se rend compte de ce que ça veut dire du point de vue relativisme de la morale ? C'est-à-dire que le but ultime, c'est d'être élu et de garder le pouvoir. C'est pas de faire le bien. On voit totalement leur fragilité dès qu'il y a quelqu'un d'aussi puissant justement qu'Elon Musk qui se. Mais vous savez, j'avais jamais dit qu'Elon Musk ce serait notre Solzhenitsyn. Tout à fait, absolument. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est le cas, sauf que en plus de ça, c'est le mec le plus riche du monde. Voilà, mais. Solzhenitsyn, mais on n'avait pas besoin. Si quelqu'un riche aurait condamné l'Union soviétique, ça n'aurait pas marché. Oui, ça n'aurait pas eu le Il fallait quelqu'un qui soit tout à fait un prophète. Effectivement. C'était du point de vue moral. Oui. Et là, c'est très intéressant parce que lui, qui est un homme de communication, qui a racheté Twitter, etc. Voilà, il communique. Hein. Et il s'en prive pas. Et vous avez qu'à voir la détestation dont cet homme fait l'objet aujourd'hui, c'est pas croyable. Ouais. Alors que il essaye de faire le bien, c'est-à-dire de mettre le doigt là où ça fait mal, là où il y a les plaies, là où il y a les mensonges, là où il y a les tricheries, etc. Et il le fait aussi, je note que il le fait de manière totalement transparente. Oui, c'est-à-dire, il dit oui, j'en parle, oui, ça m'intéresse, oui, j'ai envie de faire quelque chose parce que je trouve cette situation absolument insupportable. Et pendant des années, on a dû accepter de ne pas parler du fait que George Soros, lui, se mêlait justement de la politique de n'importe quel pays du monde. Et ça n'a jamais gêné ni Thierry Breton, ni aucun autre bureaucrate de l'Union européenne, ni Mediapart. Qui recevait du fric de George Soros. Donc voilà, non seulement il fallait accepter que Soros finance tout un tas d'ONG et de partis politiques un peu partout dans le monde, tant que c'était et des juges tout à fait à la CEDH, tant que c'était dans le bon sens. Et en plus de ça, même si on en parlait, c'était limite antisémite. Donc voilà, fallait non seulement l'accepter, mais en plus la fermer. Alors que là, pour le coup, on a Musk. Alors évidemment, oui, il intervient dans un pays étranger, mais il le fait de manière totalement transparente. Et voilà, il y a absolument aucun doute. Il dit des horreurs sur l'Allemagne aussi. Oui, donc, tout à fait. Et à mon avis, des claques dans tous les sens. Je pense qu'on est les prochains parce qu'en plus de ça, il y a Macron qui a parlé d'Elon Musk dans un discours là hier ou avant-hier. Il en a pas parlé de manière très favorable. Donc à mon avis, Macron c'est le prochain sur la liste. Hein. Oui, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que ce groupe de gens autour de Trump ont sur Macron. Parce que s'il y a quelque chose, ça risque de sortir. Ouais.
C'est possible. Justement, Macron a pas été trop bête là-dessus. Il a pas dit beaucoup de bien d'Elon Musk, tout en disant globalement du bien sur Trump et sur son élection. Il dit voilà, le peuple américain a voté pour Trump très bien. Les États-Unis trouvent en la France un allié solide, mais Musk fait n'importe quoi. Bon, donc il est un peu ambivalent là-dessus, mais effectivement, c'est pas impossible qu'il y ait des trucs qui sortent d'ici quelques années sur. Je ne crois pas que les gens au pouvoir, enfin qui arrivent au pouvoir le 20 janvier aux États-Unis, ont la moindre illusion sur la solidité camalienne de M. Macron. Oui. Ouais. En plus de ça, même s'il va au bout de son mandat, il est pas là pour très très longtemps non plus. Mais en plus de ça, aujourd'hui, avec le climat actuel, c'est l'homme du mensonge, Macron, du début à la fin. Ouais. C'est l'homme du mensonge. Donc si vous essayez de faire tomber le mensonge, et ce que j'avais expliqué dans mon livre, c'est que comme il reposait sur le mensonge, ça allait s'écrouler tout d'un coup. Et c'est en train de s'écrouler partout. Absolument. Partout, ça s'écroule en Allemagne, ça s'écroule en Autriche, ou maintenant en Autriche, tout à fait. Il y a on va avoir une union des droites, c'est-à-dire de la droite normale, avec le FPE. Et puis de la droite radicale, un peu Rassemblement National même plus. Ouais. Donc si vous voulez, la question c'est est-ce que enfin la droite vendue va basculer. Ouais, tout à fait. C'est ça va être la question partout, parce que ça va être la question en Allemagne. Ça va être la question en Allemagne. Oui. Les élections qui vont aller en février, ça ne m'étonnerait pas que, par exemple, l'AfD, dont tout le monde me dit que c'est un parti nazi, ce qui me fait rigoler, parce que la patronne, qui est très sympathique, je l'ai écoutée, elle ne dit pas que des bêtises. La patronne, là, elle est homosexuelle, et elle est mariée avec une femme noire d'origine de Ceylan. Donc, si vous voulez, comme nazi, c'est moyen. Ouais, quoi. on a vu plus radical dans l'histoire de l'Allemagne, effectivement. Comme nazi, c'est moyen, quoi. Je veux dire, je sais pas, non, il y a les idées, bien entendu. Mais enfin, je pense pas que le racisme soit dans le... Honnêtement, c'est extrêmement difficile d'être raciste quand on vit littéralement avec quelqu'un voilà. Et qu'on a épousé, qu'on est homosexuel et qu'on a épousé une autre jeune femme qui est de Ceylan. Donc moi, tout ça, ça me fait rigoler, parce que tous ces espèces de mensonges qui nous ont plombés, ils sont en train de sauter les uns après les autres. Oui. C'est-à-dire que les gens sont pas racistes, ils aiment leur pays, ce qui est pas pareil. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que il s'agit pas de dire que en fait, quand je dis par exemple l'accusation de racisme ne porte plus tout à fait les mêmes stigmates, ça veut pas dire que les gens d'un seul coup se mettent à devenir racistes et il y a plus de problème. Mais c'est simplement que les gens ne se posent plus la question de est-ce qu'on va me traiter de raciste, ou du moins c'est devenu presque un badge d'honneur. Voilà, c'est beaucoup moins déshonorant que j'aime beaucoup ce que disait Jeanne d'Arc pendant son procès. Elle parlait de ses voix donc au juge, là, l'évêque Conchon et tous ces salopards, et qui lui demandait alors Dieu préfère les Français aux Anglais. D'après vos voix. Et elle avait dit Dieu préfère les Anglais en Angleterre et les Français en France. Ouais. C'était le début. Et je crois que ça veut dire quelque chose de très profond. C'est ce que disait aussi Jean-Paul II. C'est que la nation est une réalité. Oui. Oui, ça n'existe pas pour rien, oui. Ça n'existe pas pour rien, parce que c'est un endroit dans lequel on accepte des compromis pour le bien de l'intérêt général. Oui. Mais personne ne va accepter de compromis pour permettre à George Soros d'acheter des juges à la Cour européenne des droits de l'homme, quoi. Et qui prendra des décisions qui sont contraires au sens commun. Donc, si vous voulez, encore une fois, les problèmes se règlent beaucoup plus facilement à l'intérieur d'une nation que dans une espèce de conglomérat infâme. Oui. Surtout quand il est absolument pas démocratique. Voilà. Et il ne peut pas y avoir de droit qui ne soit national, quoi. Ouais. C'est ce que je me tue à dire aux gens. Le droit international, c'est une fiction. Oui. Puisqu'il n'y a pas de police derrière. Oui. Et s'il y a une police derrière, elle est inacceptable. Oui. Ça, je me souviens de mes cours de droit international à la fac. Le professeur avait un mal fou à nous expliquer à quel point c'était important, parce que lui-même savait que voilà, on avait tout un tas de principes, tout un tas de jurisprudence, etc. Mais derrière, ça a une valeur toutefois très limitée, parce que c'est le genre de choses qui peut changer du jour au lendemain, parce que aujourd'hui c'est un poids. La justice en France est rendue au nom du peuple français.
Et la justice de la Cour européenne des droits de l'homme, elle est rendue au nom de quoi? Et de qui? Ça, j'en sais rien. De l'humanité? Mais qu'est-ce qui leur donne la justice telle qu'elle est pratiquée dans la Cour européenne des droits de l'homme n'avait rien à voir avec ce qui se passe en Asie. Enfin, je veux dire. Donc, si vous voulez, derrière la notion de justice, il y a la notion de sanction et la notion d'un pouvoir qui peut exercer sur celui qui a fait une saloperie. Mais là, les Américains ont envahi je ne sais pas combien de pays depuis 20 ans, et personne ne veut leur courir après. Oui. C'est quand même curieux, non? Donc, un droit qui n'a pas une police derrière est un vœu pieux. Ouais. Ouais, effectivement. C'est une réalité. Ouais. Oui, et là-dessus, il y a eu une sorte de police de la pensée sur tout ce qui est toutes les accusations de racisme, de plein Regardez, de choses. Je veux pas aujourd'hui, ça s'effondre totalement. Ça s'effondre totalement. Regardez, par exemple, le principe du droit, c'était l'intangibilité des frontières, c'était des Westphalie, etc. Très bien. Mais la France a introduit, sous Napoléon III d'ailleurs, je crois, un nouveau concept qui était le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bon, vous regardez par exemple l'affaire ukrainienne, il y a un tiers qui était des Russes, un tiers qui était des Polonais, un tiers qui était des Ukrainiens. Et donc vous pouvez légitimement vous poser la question, quel droit avait le tiers ukrainien de maintenir les deux autres dans des frontières dans lesquelles il ne voulait pas être? Je sais pas. Oui. Quand il y avait un problème entre la Tchéquie et la Slovaquie, ben, ils s'étaient séparés. Ouais. Les Tchèques n'avaient pas gardé la main sur la Slovaquie. Oui. Donc, si les gens ne veulent pas vivre ensemble, pourquoi vous voulez les forcer à vivre ensemble? Parce que les Ukrainiens avaient interdit la langue russe, avaient interdit toute une série de choses. Donc, vous vous dites, bon, ben, ils avaient fait toute une série de choses qui étaient contraires au droit international. Ou c'est la question de Saint-Domingue d'Aquin, c'est à partir de quel moment doit-on se révolter contre un tyran? Ouais. Ça c'est une question à laquelle je ne saurais pas répondre, surtout en quelques minutes. Mais c'est la vraie question. C'est à partir du moment où vous avez, ce que dit Saint-Domingue d'Aquin, vous n'avez pas le droit, vous avez le devoir de vous révolter contre un tyran. Ouais. Est-ce que les révoltes paysannes ne sont pas le début d'une révolte contre un tyran? C'est une possibilité. C'est une possibilité, bien sûr. Bien sûr. Parce que l'Europe n'est pas tyrannique aujourd'hui. Les autorités européennes. Bah, si, elles sont totalement tyranniques. Voilà. Ouais. Et elles reposent corrompues et elles reposent sur aucune légitimité. Voilà, électorale. Donc, il y a toute une série de questions que, vous savez, pendant le canal de Panama, il y avait un procès après, il y avait des tas de corruption en France, dont Clémenceau d'ailleurs. Et à chaque fois qu'on posait il y avait le président du tribunal, chaque fois qu'il y avait un truc un peu délicat qui arrivait, il disait la question ne sera pas posée, donc il refusait. Et j'ai l'impression que depuis 30 ans, la gauche nous disait toujours la question ne sera pas posée. Oui. Et ben les questions qui sont pas posées, elles sont en train de tout arriver à maturité aujourd'hui. Quand même. Tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui en 2024 et maintenant en 2025, que tous les représentants de cet ordre-là sont en train de sauter. C'est très intéressant à cet égard. J'ai vu hier une photo du G8, du G8 de l'an dernier. Et alors, il y a, sur la photo, il y avait Giorgia Meloni, elle est toujours là. Il y avait Emmanuel Macron. Alors, elle fait pas partie de cet ordre. Non, elle fait pas partie de cet ordre. Mais justement, elle n'en fait pas partie. Elle est toujours là. Il y avait Giorgia Meloni. Il y avait Emmanuel Macron. Donc Emmanuel Macron. Représentant éminent. Il y avait il y avait Rishi Sunak. Oui, qui a sauté. Qui n'est plus là. Il y avait Olaf Scholz pour l'Allemagne. Boum. Qui est plus là. Il y avait qui d'autre? Il y avait Justin Trudeau. Qui est plus là. Il y avait Joe Biden. Boum. Qui est plus là. Et alors, je sais plus qui étaient les autres encore. Mais enfin, ça, c'était les principaux qui avaient sauté. Et c'est hallucinant de voir une telle différence d'une année sur l'autre sur un sommet des plus grandes puissances mondiales qui sont d'habitude tout de même assez stables. C'était la thèse que j'avais développée dans mon livre, La liberté, la vérité du monde dans le livre, là. C'est que je disais, tous les postes de pouvoir avaient été pris par ce que j'appelais les hommes des bateaux, là. Et ils allaient tous sauter beaucoup plus rapidement que les gens ne le pensaient parce qu'ils étaient maintenant violemment contre leur population.
Et c'est ce qui est en train de se passer. Tout à fait, surtout qu'on sent que la bête est blessée. Maintenant, il reste que 2 représentants, c'est Macron et c'est Van der Leyen. Ouais. Bon, c'est les 2 qui restent à éliminer, quoi. Van der Leyen, ça va peut-être être une question des tribunaux, parce que avec ça, avec ce qu'elle a, faut espérer. Au moins la Belgique fait son boulot, là, on va voir si ça marche. Et Macron, eh ben, je sais pas. Ils vont peut-être avoir une pression amicale des gens qui l'ont mis au pouvoir pour lui dire que... Pas pour lui dire que c'est fini, c'est ce qui s'est passé pour tous les autres à peu près. Hein. Pour Trudeau et compagnie. Donc, on sous-estime à quel point, parce que ces gars-là, enfin je vais dire un truc qui n'est pas prouvable, donc je m'en excuse si les gens pensent que je suis un gros complotiste, mais on n'a pas mis au pouvoir, ces gens-là n'ont pas mis au pouvoir Macron qui est sorti de nulle part, comme ils avaient, sans avoir du biscuit sur Macron. Parce qu'ils ne sont pas des enfants de cœur, donc ceux qui l'ont mis au pouvoir ont suffisamment d'éléments, sinon ils l'auraient pas mis là, pour pouvoir lui dire, cher ami, il est temps de démissionner. Ouais. Parce que je pense pas que ce soit des bienfaiteurs de l'humanité qui ont le pouvoir. Surtout que, très franchement, il en faut tout de même assez peu. Il n'y a même pas besoin d'énormes scandales aujourd'hui pour vraiment déstabiliser. L'exaspération sont arrivés les gens. Oui, déjà avec le niveau d'exaspération, il suffirait, même sur des trucs tout à fait connus, il suffirait que d'un seul coup les chaînes de télé se mettent à boucler sur l'origine de sa relation avec sa femme, savoir que le fait qu'il avait 14 ans, alors que pendant sa campagne, généralement les médias disaient qu'il avait plutôt 16-17 ans. La raison pour laquelle ils ont changé l'âge est importante. 14 ans, c'est pas la même chose que... Alors c'est pas lui le coupable, mais en tout cas, sa femme devrait être en tôle. Oui, en toute logique, oui. Oui. Je sais pas s'il y a prescription, je sais pas, parce que je sais pas comment ça marche ces histoires de prescription pour ce genre de crime. En principe, je crois que c'est 30 ans, et c'est 30 ans à compter de la majorité de la victime, donc 30 ans à partir des 18 ans d'Emmanuel Macron, donc là normalement ça devrait être révolu, mais après mes études de droit commencent à dater un petit peu, donc je suis plus tout à fait sûr. Je suis sûr à 80% de ce que je dis, mais il y a le 20% restant quand même. Donc, et alors qu'on découvre aussi quand ils sautent les uns après les autres, c'est à quel point ils étaient corrompus économiquement, ils avaient été achetés, ils avaient été partout, on le trouve. C'est donc, par exemple, Keir Starmer, il a reçu des appartements gratuits, sa femme a été habillée pour rien, lui aussi il a reçu des centaines de milliers. Donc on se rend compte qu'ils sont non seulement, ils manquent de courage, ils manquent d'épines dorsales, mais très souvent ils sont corrompus. Il manque de probité, ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Donc, vous dites, c'est vraiment les tartuffes partout, quoi, qui nous donnaient des leçons de vertu et qui eux-mêmes faites ce que je dis et pas ce que je fais, quoi. C'est clair. Et donc dans la continuité de ce qui se passe, finalement on parle de l'Angleterre, enfin du Royaume-Uni, mais on va parler aussi du Canada. Donc finalement c'est un peu une émission spéciale Commonwealth. Donc au Canada, Justin Trudeau a démissionné. Alors il a été poussé en fait vers la sortie par son propre parti politique. Probablement les types quand on sent la fragilité du chef, parfois on se dit on se précipite pour aller le tuer. Il est certain que c'est les prochaines élections qui doivent avoir lieu. Avait lieu avec lui à la tête, ils allaient se faire ramasser comme donc ils se disent on peut peut-être sauver une dizaine ou une quinzaine de députés, mais je suis même pas sûr. Je crois que le Parti libéral risque de disparaître. Ouais, je suis même pas sûr non plus. Selon certains sondages, évidemment déjà il serait plus au pouvoir, ça c'est vraiment la base, mais ce serait même possiblement pas le premier parti d'opposition. Donc non, il serait troisième ou quatrième. Troisième ou quatrième. Ouais. Dans l'histoire du Canada, il y a des partis comme ça qui, après avoir Algéré, ont complètement disparu. Oui, effectivement, c'est assez bizarre la politique canadienne. Alors moi, je connais pas beaucoup. Peut-être que, j'imagine que vous connaissez mieux que moi. Il y a Ottawa qui est le centre, etc. Mais les provinces ont beaucoup de pouvoir. Ouais. Donc là aussi, c'est pour ça que le Canada, connaît des tas de problèmes, mais grâce à la décentralisation, c'est un peu moins grave que quand si j'ose dire, quand le cœur du pouvoir est complètement corrompu, ils font des tas de pays, ça c'est très mal. Mais le Saskatchewan, l'Ontario, tout ça, c'est quand même très géré localement. Ouais. Donc c'est déjà ça limite les dégâts. Ouais.
Mais le vrai problème du Canada, c'est qu'ils ont, à cause de Trudeau dit le PIB est monté avec moi, regardez ça. Et en fait, ils ont augmenté les immigrants de telle façon que certes le PIB est monté, mais PIB par tête de pipe n'a cessé de baisser. Je l'ai, on va le mettre donc sur l'écran. Et donc là, on a le GDP per capita, c'est-à-dire le PIB par tête, donc par habitant, et on voit que il suit totalement celui des États-Unis jusqu'à à peu près 2015, donc l'élection de Trudeau. Donc là, on peut se dire qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ces Canadiens qui, pour qui tout se passait très bien, qui d'un seul coup ont décidé de voter Trudeau. Et ben aujourd'hui, ils en payent le prix et pas qu'à moitié, quoi. Et pas qu'à moitié, parce que la différence entre les deux, c'est les immigrants. Ouais, en grande partie, ouais. C'est-à-dire que les immigrants, et en plus, lui, il croyait beaucoup à toutes les histoires de réchauffement atmosphérique, donc il a augmenté le prix de l'énergie, alors que c'est un producteur primaire d'énergie, il a augmenté le prix de l'énergie, ce qui fait que l'inflation a explosé, le prix des maisons a explosé, le déficit budgétaire a explosé, enfin c'est le social-démocrate de base, à la fois incompétent, corrompu, parce qu'en plus il touchait des milliards de dollars apparemment en filant des contrats à des sociétés amies, enfin bref. Je pense pas on va cesser d'entendre parler de Trudeau, il va y avoir maintenant des procès pour corruption, parce qu'il avait des trucs très étonnants aussi. Donc tout ça est... Ce qui est marrant, c'est que c'est le même scénario partout. Oui, tout à fait. Cette classe mondialiste... ce que j'appelle les atalites de ce monde, ils sont en train de sauter, mais comme des bouchons partout. Ça me fait une peine. Je suis tellement désolé pour eux. Tiens, il y a ce bon Jean-Marie Le Pen qui est mort. Qui est décédé, oui. Qui est décédé. Voilà, c'était un bon Français. C'était une tête de l'art. Oui. C'est sûr, il a pas dit que les gens de Breton comme ça. Vous savez. Il a pas dit que des trucs brillants, mais franchement, d'abord il ouvre sa gueule. Non mais c'est il a pas eu peur d'ouvrir sa gueule, même si c'était pour dire des conneries. Ouais. Moi, j'ai une grande tendresse pour les gars qui ouvrent leur gueule, parce que il y a tellement de gens qui sont prudents. Ouais. Oui, tout à fait. Lui, il n'était pas prudent. Effectivement, c'est quand on regarde les je suis anciens. Pas d'accord avec lui, hein. Ouais, bien sûr. Mais quand on regarde effectivement les vieux débats donc de Jean-Marie Le Pen dans les années 80-90, on voit à quel point déjà c'était un personnage, c'était un monstre de charisme, et puis l'élocution de l'époque, et une culture assez forte. La culture, le caractère, enfin ça dénote énormément avec nos politiciens d'aujourd'hui. On comprend à quel point, enfin pourquoi nos politiciens le détestent autant. Finalement, peut-être que c'est le genre d'homme qui les rappelle à leur propre médiocrité. Dans la République romaine, il y avait quelque chose que j'aimais beaucoup, que je trouvais très astucieux, c'est que bon, il y avait les consuls qui étaient élus, il y avait les sénateurs qui étaient héréditaires et tout ça. Et il y avait toujours un gars qui était élu par la plèbe et qu'on appelait le tribun de la plèbe. Et c'était la fonction tribunicienne. C'est-à-dire que son boulot, il n'avait pas de pouvoir, mais il devait gueuler contre les gens qui étaient au-dessus parce qu'on traitait pas bien le peuple. Ouais. Donc c'était ce qu'on appelait la fonction tribunicienne. Et pour moi, Jean-Marie Le Pen, ça a été la fonction tribunicienne, c'est-à-dire j'en ai rien à foutre du pouvoir, mais je peux vous dire que ça va pas, ça va pas, ça va pas, c'est à vous de le régler, mais c'est pas à moi. Donc ce qui m'amusait chez lui, c'était sa capacité à gueuler, mais en disant, bon, ça m'intéresse pas j'ai pas vraiment envie d'y aller, hein, mais je trouve quand même que ce que vous faites est pas bien. Moi, j'aimais bien cette fonction tribunicienne, je trouvais ça drôle. Tout à fait, et c'était vraiment un des premiers et un des seuls à critiquer, à dénoncer cette classe politique globale. C'est ce que lui appelait l'UMPS, voilà, le parti unique. Et alors à l'époque, tout le monde le prenait pour un débile. Et aujourd'hui, tout le monde s'en revendique de cette UMPS. Tout le monde, quand on voit, ils nous ont fait un grand coup du UMPS pour empêcher le Rassemblement national d'arriver au pouvoir. Là. Et aujourd'hui, dès qu'ils doivent refaire des gouvernements, c'est-à-dire ça va arriver à un rythme de tous les 2 mois à peu près, ils vont nous refaire le coup à chaque fois. Le nombre de premiers ministres qu'on va devoir. Voilà, à chaque fois ils consultent le PS. 2 mois, tiens, ça serait pas une bonne idée ça. Et puis ensuite, je suis payé à ne rien foutre jusqu'à la fin de mes jours avec un chauffeur et tout. Ouais, c'est un bon plan. Ouais. C'est un bon plan. Je suis volontaire. Ouais. ça peut faire un bon complément. Voilà. Un petit complément de retraite. Quoi. Bah oui. Voiture avec chauffeur, puis je sais pas quoi.
Ah oui, une liste civile, des bureaux. Vous avez qu'à bosser et encore juste pendant 2 mois. Donc franchement, non, bien sûr, mais je me mettrais dans la télévision et je dirais il faut taxer les riches, vous faites pas. Je saurais faire tout ça. Hein. Oui. Vous savez, dire qu'il faut taxer les riches, que Monsieur Arnaud est une ordure et que notre ami Vincent Bolloré est un monstre qui est fasciste et nazi. S'il me paye suffisamment, je pourrais le dire. Je pourrais le dire. Il y a des tas de gens qui le disent. C'est dans votre domaine de compétences, c'est dans vos cordes. Oui, je saurais le faire. Donc je fais officiel de candidature pour remplacer Monsieur Bayrou de Secours. Ok, très bien, je vous fais confiance. Mais alors, comme on va plus trop parler de Trudeau en tant que Premier ministre du Canada... On va parler maintenant pour aller en prison, je pense. Alors voilà, possiblement peut-être plus sur l'aspect judiciaire, mais on va entendre beaucoup plus parler de ce type qui s'appelle Pierre Poilievre, qui est donc lui qui est le leader du Parti conservateur, et parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est pas juste Trudeau s'en va, comme vous l'avez dit il y a 20 minutes, ce qui est intéressant c'est de voir comment se comportent les droites dans l'Occident. Et c'est-à-dire qu'on n'est plus tout à fait dans ce côté droite de centre mou qui finalement essaye à tout prix les fromages blancs qui essayent à tout prix de plaire finalement à la gauche et de ne pas sortir des sentiers battus qui ont été battus justement par leurs adversaires politiques. Et Pierre Poilievre, il est un peu de cette trempe-là. Il a totalement fait un shift au sein du Parti conservateur, et son principal adversaire pour la présidence du parti, lui, c'était un vrai fromage blanc. Alors que lui, il était totalement pour toutes les restrictions Covid, tout ça. Donc finalement, on se dit, à quoi bon ne pas être dans le parti de Justin Trudeau si vous êtes comme ça. Pierre Poilievre, alors lui, c'est un type totalement pro-crypto-monnaie, pro-liberté. Il veut enlever à la Banque du Canada le pouvoir d'imprimer de la monnaie. Il était totalement contre les restrictions Covid. Il avait soutenu le mouvement des camionneurs, qu'on avait commenté ici d'ailleurs. Il est vraiment pas du tout de la même trempe que les conservateurs habituels. Tout à fait. Mon cher fils le connaît bien, ils sont assez... on connaît bien la femme de... Donc, je crois que c'est un... Ouais, vu de loin comme ça m'étonnerait qu'il trahisse. Ouais. Ouais, il est plus proche de l'Argentin. Ouais. Que de Bayrou. Une version canadienne, donc un peu plus calme quand même, un peu plus posé, un peu plus voilà. Et puis là, c'est celui du Canada qui n'est pas brillant. Mais oui, effectivement. Elle n'est pas celle qui était là dans l'Argentine. L'Argentine était au niveau de l'effondrement étatique, ce qui était le cas depuis un petit moment. C'est sûr, ils en sont donc pas. Donc si on pouvait avoir des gens nouveaux, et alors là, je vais faire une petite remarque, si vous voulez. J'en ai parlé il ce matin avec Emmanuel, mais quand vous considérez l'or, dans le fond, pourquoi les gens achetaient de l'or? Parce qu'ils savaient qu'il y avait cette classe au pouvoir qui était menteuse, voleuse, etc., donc qui était en train de foutre les monnaies en l'air. Donc vous avez beaucoup de gens qui achetaient de l'or en se disant, comme on dit toujours dans les marchés financiers, qui ne sont pas les bienfaiteurs de l'humanité, comme chacun le sait, c'est que quand le sang coule, l'or monte. Vous voyez, donc il n'y avait rien de mieux pour l'or que les guerres. Ouais. Mais si on a un Trump qui réussit à arrêter les guerres comme il a l'air de vouloir le faire, etc., ça risque de pas être bonne nouvelle pour l'or. Hein. Possible, ouais. Si leurs monnaies redeviennent sérieuses, ça risque de pas être... Donc, ce que je veux dire par là, ce que je vais dire jeudi quand on va parler ensemble, etc., ce que je veux dire avec Emmanuel, c'est que l'or est beaucoup monté, de 25% depuis un an, ce qui est très bien, 28%, oui. Je ne sais plus combien. Dans le portefeuille qu'on fait ensemble, vous savez, vous avez 3 ou 4 positions, là. Celle qui est le plus montée, c'est l'or. C'était peut-être le moment de prendre un petit peu d'or et puis d'aller le remettre dans les autres positions, de faire un petit rebalancement. Vous savez, je dis pas qu'il faut le vendre. Je dis simplement qu'on peut bâtir un scénario où, dans les 2 ans qui viennent, ça va peut-être pas être si bien que ça pour l'or, quoi. Parce que on a eu un monde idéal pour l'or depuis 3-4 ans. Ouais. Si par hasard, on commence à avoir des gens compétents et qui commencent à gérer convenablement, comme en Argentine,
il va mieux avoir des actions argentines depuis 1 an que de l'or en Argentine. C'est-à-dire que oui, l'or, c'est un peu la valeur refuge par excellence. Si d'un seul coup, le monde devient moins dangereux... Si vous êtes beaucoup plus optimiste, justement, dans le marché libre... Je suis pas optimiste, parce que je suis pas bête à ce point-là. je dis simplement, il n'est pas impossible que si on est des gens compétents, qui n'ont pas peur de prendre des décisions, qui arrivent au pouvoir, que la situation s'améliore. Ouais. Ça fait 10 ans qu'on n'a que des guignols. Donc, il fallait avoir de l'or. Ouais. C'est comme quand... en 80, quand Reagan est arrivé, qu'en 78, quand Thatcher est arrivé, l'or a fait son plus haut en janvier 80. Ouais. C'est-à-dire au moment où Reagan était intronisé. Ouais. Puis après, il est passé de 800 à 250 en 20 ans. Ouais. Mais en novembre de 80, vous aviez l'Iran, vous aviez la guerre au Moyen-Orient, c'était le bordel, hein, c'était l'Afghanistan pour les Russes. Donc, je veux dire par là, c'est que c'est bien d'avoir de l'or, mais peut-être il faut racheter un peu des 3 autres. Ouais. C'est un petit conseil que je donne en passant comme ça. Il faut que les gens réfléchissent, quoi. Oui, tout à fait. Et c'est peut-être vrai du Bitcoin aussi. Oui. Parce que le Bitcoin, c'était un truc dans lequel je beaucoup de gens disent que c'est l'or numérique, donc c'est un peu dans l'idée, ça a une fonction similaire à celle de l'or, une fonction protectrice, une monnaie déflationniste par nature. Donc effectivement, il y a une fonction protectrice, mais on se dit, justement, si tout va bien dans les marchés derrière, on va se mettre dans les marchés, quoi. C'est un peu logique. Voilà, donc c'est vrai, il se passe un phénomène qui est très intéressant, c'est que ce que j'avais essayé de décrire comme probable dans mon livre, là, est en train de se passer. Donc, c'est pour ça que je dis aux gens que je devenais très optimiste. Alors, il est possible que ces gens comme Poilievre, ça je dis non, Poilievre, c'est un nom français, ça. Ouais. Il parle très bien français, d'ailleurs. Il parle très bien français, pour être Premier ministre, il faut parler bien français. Et donc, il est possible qu'il s'échoue à nouveau, qu'il trahisse, etc. Bon, ça c'est... Mais il est possible qu'on retrouve des Reagan, des Thatcher, des Jean-Paul II qui se mettent en place, quoi. Oui. Et puis après, à ce moment-là, ça donne un monde où il vaut mieux avoir des actions que de l'or, quoi. Tout à fait. Et puis après, il y a aussi une dynamique globale. C'est-à-dire, il y a le monde dans lequel on vit. Si vous êtes, vous êtes Pierre Poilievre, voilà, vous êtes un mec de droite authentique, même s'il dit qu'il croit pas trop aux questions de droite et de gauche. Enfin bon, il veut dire qu'il est de droite. Voilà, exactement. Par la force des choses, il est quand même de droite parce que il est tout ce que Trudeau n'est pas, et Trudeau est de gauche. Donc, si vous êtes, Pierre Poilievre, et que vous vivez dans un monde où vous êtes entouré que de gauchistes, vous allez vouloir faire peut-être, vous allez vouloir montrer patte blanche et peut-être éventuellement c'est ce qu'a essayé de faire Mélanie pendant 2 ans. Elle a navigué au plus près. Elle s'en est pas mal débrouillée d'ailleurs, et puis, maintenant elle va pouvoir passer en force. Voilà, exactement. Aujourd'hui, elle est très copine avec Milley, Musk, Trump. En revanche, elle tire la tête comme c'est pas permis dès qu'elle voit Macron. Dès qu'elle voit Macron, on a l'impression qu'elle a envie de vomir. Voilà. Et justement, quand elle était arrivée en exercice, elle était assez minoritaire parce qu'elle avait contre elle Macron, elle avait le chancelier allemand, Ursula von der Leyen, etc. Enfin bref, un peu toute l'Europe toute l'Europe des fondateurs était contre elle. Voilà, il y avait Biden. Enfin bref. Et aujourd'hui, elle est absolument comme un poisson dans l'eau et c'est plus Macron qui est en minorité, clairement. Et elle a baissé les impôts. Ouais. En Italie, tout à fait. Après avoir coupé les dépenses, comme Macron aurait dû le faire. Ouais. Parce que nous, on a le grand dépendeur d'Andouille, là maintenant, qui est ministre des Finances, je ne sais plus comment il s'appelle, Lombard, je crois. Oui, Éric Lombard, comme le prêt. Qui est à peu près aussi gay qu'un... Vous savez, dans Lucky Luke, vous savez, je suis un grand lecteur de base, il y a toujours le croque-mort, celui qui vient mesurer la taille de Lucky Luke, vous savez, pour faire son cercueil, là. Je trouve qu'il me fait irrésistiblement penser à M. Lombard, quoi. Le croque-mort de Lucky Luke, c'est vraiment le... Il a l'air gai comme un pinson, ce gars-là. Ouais, absolument. On est sur Terre pour en chier, quoi. Ouais. Oui, on a prévu de nous, oui. avant que ce système s'effondre en France aussi, je pense qu'on va en prendre plein la tête. Ce fut déjà le cas, mais je pense que on en a pour quelques mois encore, au moins. Enfin voilà. Finalement, ça se fait, tous ces histoires ne font que confirmer ce qu'on fait. Voilà, ce qu'on disait à la fin de l'année dernière, c'est qu'on se sentait devenir stupidement optimiste. Oui. Mais ça s'aggrave. Hein.
Oui. Je crois que Oui. Ça s'améliore pas. Il faut que ça s'améliore pas. Il faut que les gens nous écrivent sur notre site pour nous expliquer qu'on n'a rien compris et que... Oui, lâchez-vous dans les commentaires. Lâchez-vous dans les commentaires pour expliquer qu'on a tort de devenir pessimiste, optimiste. Optimiste, ouais, tout à fait. C'est... Bon, enfin, jusqu'à la preuve du contraire, pour l'instant, je le resterai. Oui, et puis vous savez, la bête est ainsi faite à l'Institut des Libertés, et tout cela, c'est que... je crois qu'on est 3, peut-être 4 maintenant. Et ben, on a au moins 6 opinions différentes. Oui. Donc, si vous voulez, le fait que vous ne soyez pas d'accord avec nous, c'est fou, mais ça ne nous empêchera pas de penser librement. Absolument. Oui, je crois que c'est une bonne manière de conclure. Voilà, je crois que finalement c'est une sorte de rappel, première vidéo de l'année, mais une sorte de rappel sur la dernière vidéo de l'année dernière. Je crois qu'on va continuer à parler de ces pays-là parce que par conséquent au Canada il devrait a priori, c'est pas encore décidé, on sait pas, voilà, mais il devrait a priori y avoir des élections anticipées. Au départ les élections devraient avoir lieu avant octobre 2025, enfin au dernier gong en octobre 2025, mais a priori ce sera avant. En Allemagne il y en aura en février. Au Royaume-Uni, il n'y a pas d'élection a priori, mais le gouvernement est de plus en plus fragilisé, donc rien n'est exclu. Il y a une signature de 3 millions. Hein. Voilà, il y a une signature de 3 millions. Il y a Elon Musk qui fait un pressing monumental pour là-dessus. Enfin voilà, tout n'est pas clairement gravé dans le marbre. Et aujourd'hui, on peut pas juste prendre une courbe et la continuer éternellement. Et on voit que la solution n'est pas la violence, mais les élections. Ouais. C'est par les élections qu'on se débarrasse de tous ces corneaux. Oui. Oui, aujourd'hui, on y arrive globalement. Un pays après l'autre. Ouais, un pays après l'autre. Et puis, finalement, plus ces verrous sautent, plus on a l'impression que c'est facile de faire sauter les suivants, quoi. Bah oui, c'est toujours pareil. Si vous voulez, une chaîne n'est jamais aussi forte que son maillon le plus faible. Ouais. Donc, on a vu les maillons sauter les uns après les autres. Donc, on se dit, Et finalement, oui, il y avait un peu le verrou principal, je pense, qui était les États-Unis, que tout le monde attendait. Et puis, ce verrou a sauté. Et on va après, voir l'Allemagne, ça va être intéressant, ouais. l'Allemagne. J'attends les élections. L'Allemagne, oui. Je m'attends pas tellement à grand-chose en termes de changement de gouvernement, mais ça peut être un sacré bazar quand même. Par exemple, l'AfD est massivement majoritaire dans l'ancienne Allemagne de l'Est. Ouais. Ça va rendre des choses difficiles. A priori, c'est le genre de truc qu'on risque de voir, c'est vraiment une partition de l'Allemagne, avec l'Allemagne de l'Ouest qui lorsqu'elle vote à droite, vote principalement CDU, c'est-à-dire le parti de Merkel, quoi, qui est autant de droite. Mais s'ils veulent réunifier l'Allemagne, il faut faire un gouvernement non pas CDU et socialiste, mais un gouvernement CDU-AfD. Tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est effectivement l'aspect territorial de la chose. C'est ce qui s'est passé en Autriche qui est intéressant, parce que d'un seul coup, clac. Ouais. Si vous voulez faire l'unité nationale, en France, on sait très bien qu'il faudrait aller des républicains. Voilà. Et on sait aujourd'hui que, les LR vont se retrouver comme les derniers cornillots, finalement, les derniers types de droite à dire qu'il faut pas faire alliance avec les types qui sont. Alors que voilà, tous les autres pays d'Europe sont en train de le faire, mais enfin bon, c'est très bien. Restez dans vos idées. Sur ce, on va terminer cette émission. Je vous remercie bien sûr pour votre attention. Encore une fois, meilleurs vœux, bonne année, bonne santé, etc. La famille, les amis, la patrie, et puis et la liberté. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau délit d'opinion. Merci beaucoup.